Ce matin-là, Élise Martel, 35 ans, institutrice en école primaire dans une petite ville paisible du Vermont, était restée chez elle à cause d'un léger rhume. Rien de grave, juste assez pour ne pas affronter une classe pleine d'enfants bruyants. Enfilant un vieux sweat gris à capuche et une casquette de baseball défraîchie, elle décida de faire une courte marche jusqu'à la boulangerie du coin pour se prendre quelque chose de léger à grignoter. Le trottoir était encore mouillé de la pluie de la veille. L'air sentait le bois humide et les feuilles en décomposition. Une journée banale. À l'intérieur de la boulangerie, l'ambiance était familière. Les étagères croulaient sous les baguettes dorées. Une radio jouait doucement une chanson des années 90 et une file de clients patientait en silence. C'est là qu'elle le vit. Un jeune homme, visiblement à peine sorti de l'adolescence, se tenait au comptoir. Son uniforme militaire était râpé, terreux et portait les marques d'un usage intensif. Une couture fraîche courait le long de son épaule et ses bottes, usées jusqu'à la semelle, racontaient une histoire que personne ne semblait vouloir entendre. Il comptait ses pièces une à une, la main tremblante. Chaque cent tombait sur le comptoir avec un bruit métallique presque gênant. La vendeuse fronça les sourcils, visiblement agacée. « On ne prend pas de monnaie sale ici. Si vous n'avez pas assez, vous sortez. » Le garçon ne protesta pas. Il baissa la tête, son regard fixé sur le sol, incapable de répondre. Le silence devint pesant. Élise n'hésita pas une seconde. Elle s'avança calmement, sortit 3 $ de sa poche et les posa à côté des pièces du jeune homme. Donnez-lui son pain et une bouteille d'eau, pas un mot de plus. Elle ne demanda pas son nom, ne s'attendit pas à des remerciements. Le soldat hocha simplement la tête, presque imperceptiblement, puis s'éloigna. La boulangère maugréa quelque chose du genre « Se mêler des affaires de ces gens-là, ça finit toujours mal ». Une vieille dame derrière eux soupira et murmura « Quand il faut des sacrifices, tout le monde compte sur les soldats. Quand c'est fini, on les oublie. » Élise, elle, ne répondit rien. Elle sortit de la boulangerie et marcha lentement vers chez elle, les mains dans les poches. Son rhume lui paraissait soudain bien dérisoire. Elle passa par la place principale où les passants défilaient sans se regarder, les yeux vissés à leurs écrans. Personne n'avait remarqué le soldat, personne sauf elle. Et peut-être pensa-t-elle que c'était ça, le vrai mal de leur époque, cette indifférence, pas son rhume. Chez elle, elle corrigea quelques copies d'élèves en sirotant une infusion. Son regard s'arrêtait parfois sur la photo de son père, un ancien caporal-chef qui n'avait jamais vraiment parlé de la guerre, mais qui lui avait appris qu'un petit geste, fait sans témoin, pouvait être ce qui comptait le plus dans une vie. Elle pensa à ce garçon. Était-il en permission ? Était-il juste de passage ? Elle ne le saurait sans doute jamais. Et cela lui allait très bien. Certaines connexions ne demandent ni nom, ni histoire. Juste un instant de reconnaissance, une lueur humaine dans un monde trop pressé. Ce soir-là, elle nota simplement dans son journal « Aider quelqu'un aujourd'hui, 3 $. Valeur inestimable ». La télévision diffusait en fond un reportage sur les anciens combattants. Encore un sujet sur les coupes budgétaires, les délais interminables pour accéder aux soins, le manque de soutien. Élise coupa le son. L'écart entre les grands discours et la réalité lui avait toujours laissé un goût amer. Son père avait dû se battre plus fort en rentrant qu'en repartant. Elle regarda par la fenêtre. Rien d'exceptionnel ne s'était produit aujourd'hui. Juste un petit moment, comme tant d'autres, qui disparaîtrait dans l'oubli. Quelle erreur! As-tu déjà été témoin d'une personne bienveillante ignorée simplement parce qu'elle ne faisait pas de bruit? As-tu vu quelqu'un être méprisé, non pas pour ce qu'il avait fait, mais pour le silence qu'il portait? Si tu crois qu'un simple geste peut résonner bien au-delà de l'instant, reste avec nous, car ce qui va suivre pourrait bien te faire te lever de ton siège. Ce soir-là, alors qu'Élise lisait tranquillement sur son canapé, elle entendit un grondement lointain, un bruit sourd, régulier, qui ressemblait d'abord à des camions poubelles ou à un chantier nocturne. Mais les vibrations devinrent de plus fortes, suffisamment pour faire vibrer les vitres de son salon. Intriguée, elle écarta le rideau et se figea. 3 véhicules blindés de type Striker, impressionnants, luisant sous les réverbères, étaient arrêtés à moins de 20 mètres de sa maison. Des soldats, en tenue d'apparat, formaient une ligne impeccable sur sa pelouse. Les voisins sortaient déjà sur leur porche, certains avec leur téléphone, d'autres simplement hébétés. Des enfants regardaient depuis les fenêtres, les yeux ronds, puis un officier s'avança vers sa porte et frappa doucement. Élise ouvrit, les mains légèrement tremblantes. « Madame Élise Martel ?» Elle hocha la tête, la gorge sèche. L'homme lui tendit une enveloppe frappée du sceau officiel du département de la Défense. «
Vous avez accompli ce matin un geste que beaucoup ont ignoré, mais pas la personne qui en avait besoin. Le colonel Laurent Moreau souhaite vous rencontrer, immédiatement. Derrière lui se tenait le jeune soldat, redressé, droit, tenant sa casquette contre sa poitrine. Son visage était plus apaisé, mais ses yeux restaient humbles. Vous m'avez sauvé une seconde fois. La première, c'était là-bas. La deuxième, c'était ici. Élise n'eut même pas le temps de poser de questions. L'officier l'invita à monter à bord de l'un des véhicules blindés, mais il ne s'agissait pas d'un interrogatoire. Ce qu'elle allait vivre dépassait de loin ce qu'elle aurait pu imaginer en achetant un simple pain. Tandis qu'elle gravissait les marches métalliques du blindé, sous les regards incrédules des voisins, elle sentit le poids du silence. Certains chuchotaient « Elle est en danger ?» Qu'est-ce qu'une institutrice a bien pu faire? Personne ne comprenait, et pourtant, tout le monde filmait. À l'intérieur du véhicule, Élise s'installa face au jeune homme. Son attitude n'avait plus rien du garçon perdu de la boulangerie. Il semblait recentré, encore réservé, mais désormais plus solide. Il rompit le silence. « Je m'appelle Thomas Moreau. » Elle répondit par un sourire poli. « Élise, mais vous le saviez déjà. Mon père va tout vous expliquer. Mais avant, je voulais que vous sachiez une chose. Ce qui s'est passé à la boulangerie, ce n'était pas un hasard, c'était un test. » Élise fronça les sourcils. « Un test? Pour moi? Non, pour moi. Pour voir si je pouvais sortir à nouveau dans le monde civil. Essayer d'interagir. Après le retour d'Afghanistan, j'ai arrêté de parler. Pendant des mois. » Il regardait droit devant lui, ses mots mesurés. « Aujourd'hui, c'était la première fois que j'allais dans un lieu public sans accompagnement médical. Et j'ai échoué, jusqu'à ce que vous interveniez. » Élise secoua la tête, sincèrement troublée. « J'ai juste payé un bout de pain? » « Non, » répondit Thomas, sa voix se raffermissant. « Vous m'avez vu, alors que personne d'autre ne le faisait. » Le véhicule traversait la ville à vitesse réduite. Sur les trottoirs, des passants s'arrêtaient pour regarder. Certains saluaient timidement, d'autres restaient bouche bée. On pouvait presque entendre leurs pensées. Que se passe-t-il? Pourquoi cette institutrice est-elle escortée par l'armée? Les lourds portails d'une base militaire s'ouvrirent automatiquement à leur approche. Aucun ralentissement. L'accès était clair. L'atmosphère à l'intérieur de la base était lumineuse, presque irréelle. Des personnels s'affairaient malgré l'heure tardive, chacun à son poste, chacun concentré. « Mon père vous attend », dit Thomas alors que le véhicule s'arrêtait près d'un bâtiment administratif. Il attendait aussi que je reparle. Ça fait 6 mois. Élise n'avait jamais mis les pieds sur une base militaire. Son père, lui, avait toujours évité d'en parler. Il gardait ses souvenirs pour lui, préférant se consacrer aux petites choses de la vie civile. Marcher dans ce décor rempli de symboles, de drapeaux, de discipline, faisait naître chez elle un mélange de respect et d'appréhension. Mais Thomas la rassura doucement. « Ne vous inquiétez pas. Vous n'êtes pas ici pour être jugé. Vous êtes ici parce qu'ils veulent vous honorer. » « Mais honorer quoi ?» pensait-elle encore. Elle avait juste tendu quelques pièces. Et puis Thomas prononça la phrase qui bouleversa tout, parce qu'en me tendant cette monnaie, vous avez empêché un suicide. Les mots tombèrent avec le poids d'un obus. Élise resta figée, incapable de répondre. Ils pénétrèrent dans un petit amphithéâtre. Une demi-douzaine d'officiers les attendaient. Au centre, un homme imposant, le crâne légèrement grisonnant sous la casquette réglementaire, s'avança. Il lui tendit la main. « Je suis le colonel Laurent Moreau, et je vous dois beaucoup. » Il raconta que Thomas, son fils unique, souffrait de stress post-traumatique sévère, que malgré des soins, des séances, des traitements, il n'avait pas prononcé un mot depuis son retour, que ce matin-là, il avait voulu tester ses limites, voir s'il pouvait tenir debout, affronter un regard, interagir. Le pain n'était qu'un prétexte. Il avait besoin d'un prétexte, mais l'absence de compassion qu'il avait rencontrée aurait pu le briser définitivement. Il avait prévu de quitter la base le soir même, définitivement. Et puis, Élise. Le département de la Défense avait décidé de lui remettre une distinction nationale, le trophée de l'engagement moral civil, une reconnaissance rare attribuée aux citoyens dont les gestes ont un impact décisif sur la santé psychologique d'un militaire en détresse. Élise ne savait pas quoi dire. Elle ne voulait pas de projecteur. Alors, lors de la petite cérémonie improvisée, elle prononça une seule phrase « J'ai juste vu quelqu'un de fatigué et affamé, et je l'ai aidé ». Elle rentra chez elle au petit matin, les yeux cernés, tenant dans ses bras un cadre contenant son certificat d'honneur et un dossier inattendu,
une invitation à rejoindre un programme national d'accompagnement des soldats en réinsertion. Le lendemain, les médias s'étaient déjà emparés de l'histoire. Des caméras stationnées devant sa maison, leurs antennes braquées vers sa porte. Élise refusa la plupart des interviews. Elle ne voulait pas devenir une héroïne de papier, mais elle fit une déclaration publique, une seule. Les vrais héros sont ceux qui reviennent avec des blessures que l'on ne voit pas. Ils n'ont pas besoin de notre pitié, juste de notre normalité. Lundi matin, à l'école, ses élèves étaient surexcités. « Pourquoi il y avait des tanks devant chez vous, maîtresse? Vous travaillez pour le président? Vous avez sauvé quelqu'un ?» Elle sourit. « J'ai simplement aidé une personne qui en avait besoin, comme je le ferais pour chacun d'entre vous. » Une petite fille leva timidement la main. « Mon papa était soldat. Il est revenu, mais maman dit que son cœur s'est perdu là-bas. » Le silence tomba dans la salle de classe. Élise s'agenouilla près d'elle. « Les cœurs ne se perdent pas vraiment, ma chérie. Parfois, ils ont juste besoin qu'on les retrouve. » Ce soir-là, le colonel Laurent Moreau prit la parole à la télévision nationale. Pas pour parler de stratégie militaire ou de budget, mais pour évoquer son fils. La voix grave du soldat expérimenté se brisa à l'écran. On a mis au point des protocoles parfaits pour les blessures physiques. On peut évacuer un soldat blessé du champ de bataille vers une salle d'opération en moins d'1 heure, mais pour les blessures invisibles, on apprend encore. Et parfois, le meilleur des traitements, ce n'est pas un médicament ou une technologie. C'est un moment d'humanité. À la base militaire de Saint-Antoine, Thomas franchit pour la première fois de son plein gré la porte d'une salle de thérapie. Quand on lui demanda ce qui avait changé, il répondit simplement « Quelqu'un m'a montré que les civils peuvent encore voir un soldat comme un être humain, pas juste comme un problème en uniforme. » Quelques jours plus tard, les autorités militaires lancèrent officiellement un nouveau programme inspiré de cette histoire, Pain and Respect. L'objectif, réintégrer les soldats souffrant de stress post-traumatique à travers des interactions civiles simples, contrôlées, humaines. Un retour progressif vers la vie, un sourire après l'autre. Élise reçut une lettre manuscrite de la boulangère, celle qui avait rejeté Thomas ce matin-là. « Je suis désolé. Mon frère n'est jamais revenu d'Irak. Il est plus facile de détourner les yeux que de risquer de raviver la douleur. Je travaille là-dessus. » Élise épingla la lettre sur son frigo, à côté des dessins de ses élèves, entre une photo de son père et une citation griffonnée à la main. Un acte de bonté, c'est parfois tout ce qu'il faut. La semaine suivante, un appel inattendu arriva. Ce n'était pas un journaliste, ni une autorité locale. C'était le secrétaire d'État à la Défense. Pas pour les honneurs ou la communication. Juste pour lui demander une chose, on a des spécialistes du traumatisme. Ce qu'il nous manque, ce sont des spécialistes de la bienveillance. Accepteriez-vous de nous aider à concevoir un nouveau protocole pour la réintégration dans les mois qui suivirent? Thomas prit la parole sur plusieurs bases militaires, partageant son parcours. À chaque fois, il débutait par les mêmes mots. On m'a sauvé 2 fois. Une fois par les médecins de campagne à Kandahar et une fois par une institutrice qui m'a acheté du pain. L'histoire fit le tour des communautés militaires. Des lettres arrivèrent du monde entier. De soldats, de familles, de proches, chacun y mettait ses mots, ses douleurs, ses cicatrices, mais tous partageaient une même émotion, celle d'avoir été vu, compris, reconnu. Un nouveau message fut intégré au briefing de départ en mission. Entre les consignes de sécurité et les plans de déploiement, une diapositive simple, souvenez-vous de l'histoire du pain. Revenez en sachant que des civils vous attendent, pas seulement pour vous remercier, mais pour vous accueillir. As-tu déjà vu un petit geste bouleverser une vie entière? Si oui, laisse juste un point, un seul. Parce qu'un simple point, comme un simple regard, peut tout changer. 1 mois plus tard, Élise reprit le cours de sa vie. Elle enseignait toujours, portait toujours son vieux sweat à capuche pour aller faire ses courses. Mais maintenant, quelque chose avait changé. Sur son chemin, des visages autrefois fermés se tournaient vers elle. Des inconnus la saluaient. D'anciens militaires, autrefois invisibles, prenaient le café à la terrasse de la boulangerie, participaient à des événements scolaires, discutaient avec les commerçants. La ville respirait autrement. Un samedi matin, Élise trouva un petit paquet dans sa boîte aux lettres à l'école. À l'intérieur, une médaille militaire, soigneusement placée dans un écrin transparent. Et un mot, cette médaille était pour bravoure sous le feu. Mais vous m'avez montré une autre forme de bravoure, elle est à vous maintenant. Elle ne l'afficha ni dans sa salle de classe, ni dans son salon. Elle la glissa dans son sac près de ses clés. Une manière discrète de se rappeler que le courage existe sous bien des formes. Un matin, en entrant dans la boulangerie, elle remarqua un petit panneau près de la caisse. On pouvait y lire « Anciens combattants, bienvenus ici ».
Merci pour votre service. La boulangère, désormais plus douce, arborait une broche en forme de ruban jaune. Élise ne dit rien. Elle commanda son café, son bagel habituel. Certains changements n'ont pas besoin d'être soulignés. Ils ont juste besoin d'exister. Quelques semaines plus tard, alors qu'elle rangeait des cahiers à l'école, la classe tomba dans un silence curieux. Un jeune homme venait d'entrer. Uniforme impeccable, regard posé, casquette à la main. « Je suis ici pour apprendre aux enfants à plier le drapeau. » C'était Thomas. Il s'était porté volontaire comme intervenant communautaire dans l'école d'Élise. Elle ne dit pas un mot, elle porte simplement la main à son cœur, en signe de respect silencieux, comme le font les soldats entre eux. Puis elle sourit. Les enfants se rassemblèrent autour de lui, fascinés. Il déplia soigneusement un drapeau, expliquant chaque pli, chaque symbole d'une voix calme mais assurée. « Ce pli, c'est pour l'honneur, dit-il, et celui-ci pour ceux qui ont servi. » Élise le regardait depuis son bureau, les yeux légèrement brillants. Son père lui avait appris ces gestes autrefois. Aujourd'hui, c'était au tour d'un autre soldat de les transmettre. Après la séance, Thomas resta un moment. « Je commence la thérapie 2 fois par semaine, » dit-il en regardant ses chaussures. « Mon père pense que je pourrais peut-être enseigner l'histoire un jour, quand je quitterai l'armée. » Élise sourit. « Tu serais excellent. Tu l'as vécu, cette histoire. » Il leva les yeux. « Pourquoi m'avoir aidé ce jour-là ? Tu ne savais rien de moi. » Elle réfléchit un instant. « Justement, parce que je ne savais rien. Tu n'étais pas un soldat pour moi. Tu étais juste quelqu'un qui avait besoin de pain. » Thomas hocha lentement la tête. « Parfois, c'est tout ce qu'on a besoin d'être, juste quelqu'un. Si tu crois que les personnes discrètes et bienveillantes méritent d'être reconnues, abonne-toi à notre chaîne. Parce qu'ici, on raconte les histoires que le monde a oubliées trop longtemps. Les histoires vraies. Les histoires qui changent une vie. Tu ne crois pas au changement ? Très bien. Mais souviens-toi, ce jour-là, un garçon n'avait pas assez de monnaie. Une femme a posé 3 $ sur le comptoir. Et à minuit, des véhicules blindés sont apparus devant chez elle. Pourquoi ? Parce que parfois, acheter du pain, c'est sauver une vie.